Bienvenue Jafar Lekel. Merci Rachid, merci, un plaisir d'être là avec toi et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine. Oui, tout à fait. Et expert en management sanitaire. Oui, tout à fait. Plus les jours passent, plus le temps passe, plus le conflit entre médecins, entre étudiants en médecine du secteur public, du secteur privé et les pouvoirs publics bien entendu, s'enlise. Est-ce que la situation devient extrêmement compliquée? Parce qu'on a fait appel à vous, effectivement, on s'est dit on va organiser un débat avec à la fois une personne qui a une expertise en matière de santé au Maroc, qui est passée par le public, qui est passée par le privé, et qui peut prendre un maximum de hauteur pour que celles et ceux qui nous écoutent arrivent à se faire aussi une opinion la plus neutre possible, mais alimentée par de la réflexion et par votre analyse. Mais écoutez, merci encore une fois infiniment. Moi, j'ai eu cette chance d'être un universitaire, donc je connais l'université marocaine, étrangère, mais marocaine, je la connais ici très bien. Je suis passé par le secteur public pendant des années et également par le secteur privé. Et vous avez bien fait de dire que la situation aujourd'hui est, comment dire, en médecine, un risque. Le terme, en fait le plus approprié, qui peut avoir avec une connotation peut-être médicale aussi, c'est-à-dire à la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation a un pronostic, j'allais dire, si je peux dire, le pronostic, il n'y a pas de pronostic mortel, heureusement, mais le pronostic fonctionnel est engagé. Voilà, c'est ce qu'on va dire, c'est quand on dit à quelqu'un qui est dans une situation où on peut encore faire des choses, mais attention, le pronostic est engagé. Et le pronostic fonctionne. C'est cancérigène, mais c'est pas métastasé. Exactement, enfin, il n'y a pas de cancer. Oui, non, en fait, pour rester dans le terme médical un petit peu. Tout à fait. La maladie est là, elle est identifiée. Exact. Les facteurs de risque. Les facteurs de risque sont là. Déclenchants. Et de propagation également. Tout à fait. Parce qu'il y a des facteurs prédisposants, des facteurs déclenchants, comme tu l'as si bien dit, et des facteurs favorisants. Alors, si on maîtrise mieux les facteurs déclenchants et favorisants, eh bien, on peut éviter la progression et stopper tout de suite une situation qui, manifestement, si aujourd'hui elle n'est pas prise en charge, je ne dis pas que les gens n'ont rien fait, que les pouvoirs publics n'ont rien fait, il n'y a pas de responsable et il ne doit pas y avoir ni de vainqueur ni de vaincu. Il doit y avoir du bon sens, de la raison et surtout de la juste mesure dans la gestion d'un dossier qui non seulement est complexe, mais que si aujourd'hui n'est pas pris en charge de façon sérieuse, je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais encore plus, avec plus de tenants et plus d'engagement, il y a un risque. C'est-à-dire quoi, plus de sérieux dans un dossier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prôner uniquement la fermeté est à mon sens fermeté, c'est-à-dire par exemple la sanction disciplinaire prise à l'encontre de 3 enseignants accusés en fait, ou cas pointés du doigt pour avoir soutenu des étudiants grévistes qui avaient boycotté l'examen. Pour vous, c'est ça? D'abord, en fait, c'est ce qu'il n'a pas fallu faire. Ce que je veux dire, c'est que avoir de la fermeté, comme par rapport avec des enfants, ne veut pas dire spécialement sanctionner. On avertit, on éduque, on met un carton explique, jaune, pas le carton rouge. On met un carton jaune, on essaye. Pourquoi? C'est pas parce que il ne faut pas sanctionner. Au contraire, des fois, l'État doit être ferme, mais il faut qu'il soit ferme dans plusieurs situations. Ce que je dis, c'est lorsqu'il y a beaucoup de facteurs d'enlisement ou de facteurs de risque, des fois, la situation nécessite peut-être une autre façon de gérer les choses. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas être ferme. Ce que je dis, c'est que dans les mesures de fermeté, eh bien, il y a des étapes. On l'aura bien compris, et quel que vous considérez qu'il n'aurait pas fallu, en tout cas, au lendemain du boycott de l'examen, parce que ça s'est passé, c'était lundi 10 juin, le jour de démarrage de l'examen, pour les étudiants en médecine du secteur public. D'accord, c'était le 10 juin, et la sanction est tombée le mardi 11 juin. Voilà. Le lendemain au soir, à l'encontre de 3 enseignants. Voilà, donc ça, déjà, pour vous, il n'aurait pas fallu le faire comme ça, et c'est pas comme ça qu'on exprime ou qu'on affirme. En tout cas, le résultat est là. Une autorité. Le résultat est là, c'est-à-dire la stratégie thérapeutique, si je peux ainsi m'exprimer, ou alors le médicament ou l'intervention, manifestement, n'a pas eu les résultats escomptés, puisque on n'a pas amélioré la situation. Traitement bien médical au contraire. Inefficace, de par cette décision. Voilà, en tout cas, moins efficient que ce qu'on aurait voulu. En tout cas, on va essayer de faire un scan. Aujourd'hui, il y a 3 parties prenantes. Pouvoir public, ministère de l'Éducation, ministère de la Santé. Étudiants en médecine, du secteur public. Et là, maintenant, c'est les étudiants
Et les médecins également qui aujourd'hui du secteur privé en tout cas qui disent nous ils sont rentrés dans la danse. Oui, ils ont pris tous la les parole. médecins bien sûr sont rentrés également dans la danse parce que l'enjeu n'est pas uniquement à court à moyen terme, mais c'est là où les pouvoirs publics, encore une fois, moi je suis quelqu'un qui soutient les pouvoirs publics lorsque les enjeux nationaux sont en priorité, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'intervenants et que cette histoire risque en tout cas, si je peux ainsi m'exprimer, de contaminer, pour rester dans le terme médical, ou de contaminer d'autres types donc, de secteurs, et que nous allons, d'une situation qu'on aurait pu prévenir, moi je fais de la médecine préventive, il y a bien longtemps, on se retrouve avec une situation où la thérapeutique deviendra inefficace. Mais par rapport aujourd'hui, par rapport à la situation à l'instant T, j'ai envie de dire. Oui. J'ai l'impression que tout le monde campe sur ses positions. Oui. Pouvoir public, hors de question de reculer sur le fait d'interdire à des étudiants de la fac de médecine, des facs de médecine du privé, de pouvoir concourir à l'examen. Ouais. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et les étudiants du privé, pour concourir à l'examen, c'est leur droit. Et je le dis, j'assume ce que je dis, c'est leur droit parce que l'État les autorise, la loi les autorise à passer. Donc, les étudiants du privé ont raison, mais aussi paradoxal que ça puisse vous paraître, c'est Rachid, les étudiants du public aussi ont raison sur plusieurs revendications. Donc, les étudiants du public, lorsqu'ils disent, je cite, on est déterminé pour faire en sorte que les étudiants du privé ne viennent pas concourir aux examens pour intégrer la fonction publique, ils ont raison ou ils ont tort? Non, ils n'ont pas raison d'aborder la problématique de cette manière. Ils ont raison de dire que nos conditions de travail, que notre avenir, que la façon dont est gouvernée notre évolution de carrière et notre projet académique devrait être revu. Là, ils ont raison. Notre encadrement, notre façon d'être formé, la capacité de nos hôpitaux à nous accueillir, le renforcement de l'équipement, le renforcement des ressources humaines, ils ont raison. Il n'y a pas suffisamment de postes, donc du coup, les postes qui sont disponibles aujourd'hui, c'est nous qui sommes prioritaires parce qu'on vient du public, parce que nous, on est les enfants du peuple, parce que nous, nos parents ne financent pas notre scolarité, notre cursus. Je suis d'accord surtout que, sauf que lorsqu'ils disent, nous, on est des enfants du peuple. Tous les Marocains sont des enfants du peuple. Il y a même des gens dans le privé qui n'ont pas les moyens et qui ont emprunté pour payer. Ce que je dis, c'est que nous devrions nous inscrire dans une perspective d'équité. D'équité, que ce soit dans le public ou dans le privé. C'est quoi l'équité? L'équité, c'est-à-dire avoir les mêmes chances d'accéder aux mêmes postes, aux mêmes fonctions et à le même type de formation. Là, je m'appuie toujours aussi une fois de plus sur l'argumentaire qui est avancé par les étudiants en médecine du secteur public, en disant, nous, il faut au moins, j'ai bien dit au moins, qu'on ait 17 de moyenne au baccalauréat pour pouvoir être éligible pour passer, j'ai bien dit passer le concours. Alors que les étudiants du secteur privé, ils n'ont pas cette obligation. Je sais de quoi je parle puisque je suis passé par là. Voilà, en plus c'est pour cette raison. Est-ce qu'ils sont dans leur droit? Est-ce que en termes d'équité, cet argument qui est avancé, cette revendication est légitime à vos yeux ou pas? Encore une fois, moi je suis quelqu'un de neutre et de juste mesuré. Je suis pour les étudiants du public et pour les étudiants du privé. Ce que je dis, c'est que l'équité doit se faire dans le passage d'examen et dans l'accès au titre de docteur en médecine. On doit avoir les mêmes docteurs en médecine, ça veut dire, ils doivent, par exemple, et ça on aurait pu l'envisager il y a quelques années déjà, que la licence, le master et le doctorat, c'est-à-dire les étapes de progression d'un étudiant en médecine, que les examens soient les mêmes et qu'il y ait une possibilité du privé d'aller travailler dans le public et du public d'aller travailler dans le privé. C'est ça l'équité. Par contre, que j'accède dans une faculté de médecine privée selon des conditions et que j'accède à une faculté de médecine publique dans des conditions, ça ne me pose pas de problème. Ce qui aurait dû faciliter plus l'harmonie et plus l'équité, c'est de dire que les conditions d'évolution et d'obtention d'un doctorat final ou d'une spécialité soient identiques. Et ça, c'est l'équité pour tous les enfants du peuple marocain. Alors, c'est intéressant que vous dites ça parce que je ne l'ai pas vu dans les revendications des uns et des autres. Ce que vous dites là. C'est pour ça qu'il faut avoir la juste mesure. Tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les étudiants en médecine du secteur privé ne passent pas le même examen que les étudiants en médecine du secteur public. Dans les étapes, bien sûr, ils passent pas les mêmes. Chacun a ses propres examens. Et l'idée, pour créer une équité. Est-ce que c'est logique ça? Écoutez, pourquoi on n'applique pas la même logique que ce que nous faisons pour le bac? Dans le bac, vous avez des gens du privé qui passent le même bac que les gens du public. On le fait depuis des années au Maroc. Et ça marche très bien. Faisons la même chose pour que les gens du public sentent qu'il y a une équité et que les gens du privé se sentent valorisés de la même manière. Moi, je veux que les étudiants de médecine du public et du privé sentent que leur doctorat en médecine est le même,
qu'il a la valeur qu'il doit avoir et qu'il mérite. Donc pour vous, il doit y avoir réparation en termes d'équité, rendre équitable en tout cas, et par la mise en place d'un examen commun. D'un examen commun national. Entre les étudiants du public et les étudiants du privé. Oui. Donc ça devrait commencer par là. Ça devrait commencer. Je rappelle une fois de plus que ça ne fait pas partie des revendications Tout à fait. des étudiants du public. Pourquoi selon vous? Alors, pourquoi ils ne l'expriment pas? Je pense, encore une fois, peut-être qu'on ne leur a pas proposé. C'est pour ça que je dis, il faut garder le dialogue. On ne leur a pas proposé. Je ne sais pas. On est en crise. Je sais pas. Parce que ça veut dire, cette crise, elle a démarré pas par le boycott le 10 juin de l'examen. C'est depuis le mois de mars. Ben oui. C'est une crise donc ça traîne depuis 4 mois. Moi j'aurais, encore une fois, d'abord, déjà, il aurait fallu proposer ça il y a quelques années, au démarrage des facultés de médecine privée. Je pense qu'il aurait fallu le proposer parce que c'est équitable et c'est bien et on aurait impliqué tout le monde. Vous savez, trouver des solutions, c'est d'abord impliquer l'ensemble des intervenants. Et l'ensemble des intervenants, c'est les gens du public, les gens du privé, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, c'est le ministère donc de la Santé, c'est les médecins, c'est l'ordre donc des médecins, et c'est également les parents qui jouent un rôle également important. Pas uniquement les parents du privé, les parents également du public. Parce que c'est un enjeu national. Mais les parents du public, je pense qu'ils ont joué leur rôle, ou on peut considérer en tout cas qu'ils ont joué leur rôle, ou en tout cas un rôle, lorsqu'ils ont assisté leurs enfants, et donc les étudiants, lors du sit-in de boycott. Oui. Est-ce que là, les parents ont joué pleinement leur rôle, selon vous? Je pense que les parents, là aussi, c'est important. C'est important de leur donner l'information nécessaire. Parce que des fois, c'est assez paradoxal. Vous savez, j'ai rencontré des parents, des étudiants de médecine du privé, qui souhaitent qu'à la fin, que leurs médecins, que leurs enfants travaillent dans le public. Oui. C'est assez paradoxal. Parce qu'ils en ont la possibilité. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais enfin, dans l'esprit de l'entrepreneuriat, dans l'esprit de la liberté d'exercice, dans le libéralisme social dans lequel s'inscrit notre pays, ce qui est une bonne chose, le libéralisme social, j'utilise bien le terme libéralisme et social. Tout le monde veut devenir fonctionnaire et c'est assez paradoxal. Ça vous choque, ça? Comment? Est-ce que ça vous choque que des parents aujourd'hui qui financent sur 5 ans à peu près 700 000 dirhams ils vont devoir financer de 130 000 euros par an, la finalité, l'objectif pour leurs enfants et leur projet et leur ambition, c'est que leur enfant soit fonctionnaire. Mais écoutez, d'abord, ils ont le droit, ça je respecte ce droit. L'État a reconnu ces universités. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, l'État ne peut pas faire travailler tout le monde. Il faut soutenir notre État. Il faut lui donner la possibilité de garder son rôle régalien, de régulateur, de penseur, d'innovateur, de proposition donc de projet de loi. Et il faut développer le privé dans notre pays également. Mais attention, quand je dis développer le privé, pas au détriment du public. Je suis quelqu'un du privé, mais je suis pour un système public fort. C'est-à-dire, en l'occurrence, d'avoir des facs de médecine publiques fortes. Et des CHU forts, des hôpitaux publics forts. Et des facs de médecine privées fortes. Bien sûr, qui sont complémentaires. Et là, il y a un déséquilibre aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un déséquilibre. Il faut que ça soit complémentaire. Et il faut qu'il y ait des passerelles dans les deux sens. Est-ce qu'il se passe aujourd'hui, cette crise latente, aujourd'hui, traduit justement la faiblesse et les carences du système dans sa globalité, et que chacun veut camper sur ses positions en disant, de toute façon, je ne céderai pas de terrain parce que moi, je suis convaincu par ma position. Rachid, c'est exactement comme dans le domaine médical. Lorsque vous connaissez qu'un facteur de risque, les mêmes causes créent les mêmes effets. Vous avez un facteur de risque qui est là. Vous ne le gérez pas depuis X temps. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va y arriver? À un moment ou à un autre, il va causer la problématique de santé. C'est une évidence. Si vous y rajoutez en route ce qu'on appelle des facteurs favorisants, des facteurs déclenchants, eh bien, on a les résultats d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, il faut s'inscrire à Rachid. J'espère que vous allez nous aider, vous en tant que médias, dans une logique de discussion, dans une logique, et je pense qu'il faut de la neutralité. Un max de neutralité, mais aussi cette capacité aussi à des propositions de valeur pour sortir d'une situation conflictuelle. Et de se dire aujourd'hui, voilà, donc selon vous, les arguments avancés par les uns et par les autres sont louables. Ils sont louables, mais ils doivent être compris par l'autre. Il faut avoir de l'écoute de part et d'autre. Il faut que les étudiants de médecine du secteur public, qu'on entende leurs arguments. Mais il faut également que le secteur privé, qu'on entende ses arguments. Et il faut également, ça va peut-être vous faire sourire, qu'on entende les arguments de l'État. Même l'État a des arguments qui sont valables. Et en fait, personne n'est de mauvaise foi. Ce que je dis, c'est que probablement, il faut qu'il y ait des intervenants plus neutres encore, avec ces 3 partenaires. C'est pas des belligérants, c'est des partenaires, et qui leur dit, écoutez, probablement, chacun va mettre un peu d'eau dans son thé, on va le dire comme ça, et on va revoir les choses. Et s'il vous plaît, vous ne pouvez pas obtenir 100%, vous, État.
vous étudiants du privé, vous étudiants du public. C'est-à-dire trouver un compromis. Il faut trouver un bon compromis. Est-ce que vous pensez qu'un compromis est possible aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui, sur quelle base? Écoutez, que peut concéder l'État? C'est-à-dire les pouvoirs publics, que peuvent concéder les étudiants du secteur public et que peuvent concéder les étudiants du secteur privé? D'abord, l'État doit comprendre que nous avons un déficit en professionnels de santé et que nous avons un déficit en médecins et donc il doit augmenter les postes. Tout le monde le sait. Il doit augmenter les postes budgétaires de façon progressive. Donc on y va de manière pédagogique, c'est pas un professeur que je vais dire ça. Donc voilà, augmenter le nombre de postes ouverts. Et premièrement, renforcer l'enseignement et la formation et l'encadrement dans les structures publiques. Donc augmenter le nombre de postes ouverts. Je crois savoir, Jaffa Ekel, qu'aujourd'hui, par rapport à cette problématique, ce conflit... C'est une volonté de M. Enes Doukali, entre autres. Oui. Je crois savoir qu'ils veulent le faire. Oui. Avec M. Hamzazi, j'espère qu'ils vont le faire. Ouais, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais en tout cas, il va falloir qu'ils aient l'accord et la validation de Mohamed Metchaboun, ministre de l'économie et des finances. On est bien d'accord là-dessus. Deuxièmement. Juste simplement là-dessus, sur les postes ouverts. Oui. Parce que la facilité, j'ai entendu aussi un petit peu autour de moi dire, voilà, ben, on n'a qu'à ouvrir plus de postes. Non. Pour régler le problème. Non. Ça me paraît hyper simpliste, hyper facile de dire ça. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 postes ouverts. Oui. Voilà. Et cette population d'étudiants, oui, elle est à peu près de 18 000. Oui. Non mais on va dire en tout. Mais ils ne sont pas tous dans le stade. Ils sont 18 000 en tout, mais ils ne sont pas tous dans le stade pour les postes budgétaires de spécialité. On est beaucoup moins que ça. Aujourd'hui, c'est l'idée, c'est d'augmenter la proposition actuelle de 25 à 30% sur une période de 4 à 5 ans. C'est-à-dire passer de 700 à 1000 postes ouverts. Au moins, moi j'irais plutôt vers 1100 postes, ouais. Et puis ensuite faire ça progressivement sur 4 ans. Donc on va pas, voilà. Ça, donc vous à la place des pouvoirs publics, c'est ce que vous proposeriez et ce que vous souhaiteriez qu'il soit mis en place. 400 postes supplémentaires. Tout à fait. Vous les financez comment? Sur les 4. Oui. On les finance comment? Je les finance en priorisant. La santé est un secteur prioritaire de l'État marocain. Et aujourd'hui, le budget du ministère donc de la Santé, qui représente à peu près donc 6% du budget de l'État, je vous rappelle que l'OMS fixe le minimum du budget du ministère de la Santé à 10%. C'est les normes de l'Organisation mondiale. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un arbitre. C'est l'Atmani qui est aussi médecin. Ouais. Et qui comprend bien cette problématique, et j'espère qu'il va écouter. C'est Enes Doukali, je sais qu'il est motivé pour ça. Le ministre des Finances, dans ce moment, il faut aller au budget de l'État au minimum à 7 ou 7. Simplement, moi je pense que le chef de gouvernement, ou Mohamed Metchaboun, va devoir exercer un arbitrage budgétaire. Tout à fait. D'accord. C'est-à-dire que lui peut considérer aussi, sans être à la caricature, j'octroie beaucoup plus de postes de médecins. Oui. Donc ouverture de plus de postes, mais je vais construire moins de kilomètres d'autoroute. Non, c'est pas moins de kilomètres. Non. Oui. Voilà. Ça peut être ça. Oui, d'accord. Mais encore une fois, oui. Parce que le budget de l'État n'est pas extensible. On est d'accord. Tout à fait d'accord. Mais il y a des priorités. Et que la citoyenneté fiscale chez nous, au Maroc, elle n'est pas encore d'actualité. On est bien d'accord. On a toujours des fraudeurs et toujours autant d'évasion fiscale et des gens qui tous les jours essaient d'échapper à l'impôt. On est bien d'accord. Voilà. Mais il y a des priorités. Et je crois que les secteurs sociaux, en tout cas ce que j'ai vu du gouvernement de M. Latmani, que les secteurs sociaux sont prioritaires. Eh bien, il y a des arbitrages à faire. Et parmi les arbitrages que je souhaite que monsieur le chef de gouvernement et monsieur Enes Doukali, monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, que fassent de la santé et de l'enseignement encore plus priorité. Eh bien, je sais, ça va être douloureux pour d'autres secteurs. Troisième élément qui est important, il faut être concret. Sachant que ces deux ministères, éducation et santé, ça a été les deux rares ministères qui ont bénéficié d'une revalorisation de leur budget dans la loi de finances 2019. Vous avez bien dit une revalorisation, ça veut dire qu'ils étaient en deçà du nécessaire. En tout cas, les budgets ont été augmentés. Mais parce qu'ils sont toujours en deçà du nécessaire. Pour la santé, je ne vois pas comment, si on n'a pas moins à 7,5%, c'est, j'allais dire, adaf iman pour notre ministère donc de la Santé. Autre chose, il faut impliquer le secteur privé. Et le secteur privé, encore une fois, peut jouer un rôle extrêmement important dans cette crise. On va revenir là-dessus. En tout cas, si j'ai bien retenu, les pouvoirs publics, ministère de la Santé et de l'Éducation, c'est ouvrir beaucoup plus de postes et passer de 700 à 1000, voire 1100. Oui, voilà. Tout à fait. Ça va résoudre une partie des revendications qui sont légitimes. Hein. Concession que vous souhaiteriez que les pouvoirs publics fassent. Oui, tout à fait. Pour les étudiants du public. Quelle concession ? La concession que les étudiants du public, il faut qu'ils comprennent, encore une fois, que l'État ne peut pas tout faire et que le secteur privé est fondamental et crucial dans le secteur de la santé au Maroc et qu'il a un rôle complémentaire. Et que les étudiants du privé ont le droit constitutionnel de passer les différents concours et examens. Qui mènent à la fonction publique. Qui mènent à la fonction publique éventuellement s'ils veulent, mais que nous allons faire en sorte, pour les générations à venir, que l'équité soit encore plus optimale.
Qu'est-ce que ça veut dire en pratique, une équité plus optimale? Que les examens soient les mêmes examens dans le futur. Et ça, je pense qu'il faut faire cette concession. Je pense qu'il faut la faire. Pourquoi? Parce que ça crée plus d'équité. Donc ça, c'est la concession que ferait le secteur privé. C'est une concession que ferait le secteur privé en faveur du secteur public, ce qui permettra au secteur public de dire, écoutez, nous avons les mêmes chances. Mais par contre, ce que je donnerais également au secteur public, c'est la possibilité également, eux, d'aller dans les structures privées et dans les facultés de médecine privées et dans les CHU privés. Qui est réciprocité, qui est réciprocité. Tout à fait. Moi, je suis parent, ou vous êtes parent, vous. Oui, tout à fait. Je fais lesquels. Je le disais tout à l'heure, le coût de la scolarité, pour les étudiants en médecine du secteur public, ça coûte, c'est une charge financière pour l'État, estimée à 200 000 dirhams par an. Oui. Par contre, ceux qui sont dans le privé, ça coûte 130 000 dirhams par an pour les parents. Oui, tout à fait. Donc, ils ont l'option, effectivement, que leurs enfants, au bout du cursus, intègrent la fonction publique. Oui. Intègrent le privé. Ou le privé, oui. Ou partent à l'étranger. Tout à fait. On est bien d'accord. Tout à fait. Donc, quand vous dites qu'il faut qu'il y ait nécessairement une équité en termes d'examen, le même examen à la fois pour les étudiants du public, à la fois pour les étudiants du privé. Oui. Mais ceux qui vont dire, mais moi, ça me coûte tant, ça me coûte 130 000 dirhams par an, 700 000 dirhams au bout de 5 ans, mais moi, je veux que cet examen me garantisse à mon enfant qu'il puisse s'exercer à l'étranger. Non. Et ça parce qu'il peut y avoir aussi cette interrogation de se dire, s'il y a uniformité de l'examen public-privé, est-ce que j'ai la garantie, moi, que mon enfant puisse être médecin au Canada, aux États-Unis, en France ou en Espagne? Quand on a la reconnaissance du diplôme à Serachid, quand on a donné aux universités privées la reconnaissance de l'État, ça veut dire qu'on reconnaît que c'est un diplôme national équivalent au diplôme délivré par les universités publiques nationales. Mais si les diplômes des universités publiques nationales donnent accès à l'étranger, eh ben ça sera la même chose pour le secteur privé. Or, aujourd'hui, vous êtes docteur en médecine d'une université publique marocaine, ça ne vous donne pas la possibilité d'exercer dans les pays à l'étranger. Donc, du coup, j'ai pas inscrit mes enfants dans le privé. Parce que si c'est le même examen. Et vous pouvez passer le même examen et à la fin, vous avez les mêmes droits et obligations. Mais aujourd'hui, vous avez fait le choix. Mais qu'est-ce qui va justifier les 700 000 dirhams sur 5 ans? Mais qu'est-ce qui va justifier? Pour les parents, c'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé que les conditions d'accès ne sont pas les mêmes. Parce que les conditions d'accès ne sont pas les mêmes. C'est les examens qui sont les mêmes. Mais les conditions d'accès. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret. J'ai un enfant qui veut absolument faire médecine. Il a cette passion, il a cette vocation. Ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde d'ailleurs. Sauf qu'il a 13 de moyenne au bac. Ou 14. Ou 15. Il n'a pas eu accès à la faculté de médecine publique. Il n'a pas pu parce que le seuil d'accès était plus élevé. Eh bien, il veut devenir médecin. Il passe au niveau de la faculté de médecine privée. Il réussit son concours. Je vais payer pour lui. Parce que le ticket d'entrée est moins exigeant en termes de notes. Parce que le ticket, on ne va pas le dire moins exigeant, il est différent. Je vais vous dire une chose. Vous savez que les facultés... Il y a quand même... Attendez, tout à fait, il est moins exigeant. Aujourd'hui. Quand on parle de méritocratie aujourd'hui. Oui, mais attention, dans le futur, ça peut changer. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que les facultés de médecine, par exemple aux États-Unis, les plus exigeantes et les plus reconnues dans le monde, elles sont privées. Harvard, Stanford, oui, mais bon, ils sont Berkeley, John Hopkins. Ultra-libéral. Les conditions d'accès sont plus difficiles que celles de l'État. Peut-être qu'un jour au Maroc, les conditions d'accès dans le privé, dans les universités privées, seront équivalentes ou encore plus difficile que celle du public. Et je le souhaite pour mon pays qu'il y ait, j'allais dire, une compétition saine. Entre public et privé. Entre public et privé. Mais là, c'est pas le cas parce qu'en fait, aujourd'hui, force est de constater, et encore une fois, ça ne dévalorise pas, c'est Rachid. Je suis pas en train de dire que quelque chose est meilleur que l'autre. Ça ne dévalorise pas. Mais aujourd'hui, force est de constater que les critères d'accès ne sont pas les mêmes. Ça ne me dérange pas. On peut les garder. Mais ce que je souhaite pour plus d'équité, encore une fois, c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, c'est de dire... Mais bon, quand vous êtes passé par les deux, public-privé, c'est intéressant et par l'université, de vous entendre là-dessus. Voilà, mais que les examens soient les mêmes. Et là, vous aurez les mêmes docteurs en médecine. D'ailleurs, en fait, j'ai rien inventé. C'est Rachid. Regardez en Espagne, c'est ce qui se passe entre les facultés de médecine publique et privée. Sauf qu'en Espagne, la différence entre un hôpital et une clinique n'est pas aussi criante que chez nous. Tout à fait, parfaitement. Donc, à mon avis, c'est un déterminant, ça. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on accrédite. Et je lance, à travers votre émission, qu'on accrédite un certain nombre de cliniques privées pour que les étudiants et les résidents puissent faire des stages selon des normes, encore une fois, accréditées, sous le contrôle de l'État. Et ça peut être une bonne chose, ça nous donnera plus de postes Il y a à peu près 400 cliniques chez nous, vous voudriez quoi qu'il y ait
un certain nombre de cliniques. Oui, à travers le territoire, Oui. dans les zones où il y a les villes universitaires, Oui. que des cliniques qui répondent à des normes, avec des médecins. On a des médecins compétents dans toutes les villes du Maroc qui sont dans le privé, qui puissent être des encadrants. On va parler de ce qu'on appelle des professeurs associés, Oui. et qui vont encadrer des étudiants et des résidents, ce qui libérera l'hôpital public, ce qui donnera plus d'oxygène à l'hôpital public, moins de frais, moins de pression, qui permettra aux étudiants du public d'avoir plus de chances d'avoir une meilleure formation, parce qu'aujourd'hui ils sont trop nombreux et ils peuvent pas accueillir tout le monde. Ils se plaignent aussi de Et bien ça, sûr, les ils se plaignent conditions de ça. leur stage aussi. Les conditions de leur stage. Et aujourd'hui, Ouais. si je donne la possibilité à des cliniques privées d'accueillir des étudiants et des résidents, eh bien, je vais pouvoir... Qu'est-ce qu'on donne en contrepartie aux patrons de clinique? Alors, au patron de clinique, encore une fois, je peux pas parler au nom des patrons, je suis De la pas... main-d'œuvre- de la main-d'œuvre Monsieur gratuite Silvani, mais je vais leur donner... De la main-d'œuvre gratuite? Par exemple, je vais leur donner des étudiants ou des résidents qui peuvent travailler, et je suis sûr qu'il y a plein de médecins dans le privé, j'en fais partie, qui sont prêts à travailler gratuitement, à encadrer gratuitement des résidents ou des étudiants dans des disciplines, et à condition que les structures soient accréditées pour qu'elles soient reconnues par l'État, et on va aider l'État à accompagner. Il ne faut pas, encore une fois, Donc on va toujours penser que le privé, que c'est l'opposant de l'État. Le privé peut être une soupape de sécurité Non, je et de pense qu'il y a soutien à l'État. Hein. Démarche en tout cas de complémentarité. Tout à fait, clairement. Entre les deux. C'est un véritable partenariat, en fait. Partenariat, mais seulement le partenariat autour d'un partenariat public-privé n'existe toujours pas chez nous. C'est pas qu'il n'existe pas, il existe dans les textes. Hein, Dans les d'ailleurs, textes. dans les textes existe. Mais sa mise en œuvre, Oui. elle est un peu poussive. Hein. Ouais. Elle est difficile. Et dans certaines situations, il faut parfois la forcer, ce partenariat. Pourquoi? L'État, aujourd'hui, ne peut pas faire l'économie de la participation du secteur privé, aussi bien dans l'enseignement que dans le soin. Je vous rappelle que beaucoup de Marocains, aujourd'hui, se font soigner dans le secteur privé. Et que c'est important de leur donner une qualité donc de services de soins. Pour ceux qui ont les moyens. Pour ceux qui ont les moyens. Je le répète, pour ceux qui ont les moyens. Mais bien Voilà. sûr. Mais donc, parce que le risque aussi, à négocier, peut-être que le révélateur aussi de cette crise, un des révélateurs aussi, c'est de se dire aussi, il faut pas attention à la division. Oui, la lutte des classes, hein. La Surtout lutte pas des d'aller classes, sur... parce qu'on me l'a parlé voilà, tout à l'heure Tout à de la fait. lutte Non, des non, non. postes. C'est J'ai pour ça que l'impression j'ai c'est dit... lutte des postes, lutte des classes aujourd'hui. Bah, il faut pas, Ouais. tous les Marocains sont les mêmes, que ceux qui aillent dans le public ou dans le privé, mais dans leur leurre. D'abord, soyons à l'écoute des jeunes. Il faut garder, mais dans leur leurre, les mêmes chances. Et qui ne pensent pas que nous, entre guillemets, que nous, on n'a pas les mêmes chances que les autres, sous prétexte que nous, on a moins de moyens. Non, vous avez les mêmes chances que les autres, que vous n'ayez pas les mêmes moyens. Ça, c'est les lois de la vie, c'est les lois du libéralisme, c'est les lois de beaucoup de choses, que vous n'ayez pas les mêmes moyens, mais il faut que vous ayez les mêmes chances. C'est ce qu'on appelle la différence entre l'égalité et l'équité. Et la liberté au-delà de Tout à tout ça. fait. Ouais, mais est-ce que ça veut dire aussi que nécessairement il faut faire intégrer dans les mindsets que entre liberté et égalité, des fois, il y a un fossé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Exactement. Et encore une fois... La France est un pays égalitaire, les États-Unis sont un pays libertaire. Oui. Par exemple. Et donc tout leur modèle. Il n'y a en pas décline. d'équité aux États-Unis. Hein. Il Non. n'y a pas d'équité, surtout pas dans la santé ni dans l'éducation. Et moi, je veux pas qu'on suive ce modèle. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut accepter. Et ça, c'est difficile dans notre culture. Il y a deux choses qui sont difficiles à mon sens, si tu es d'accord avec moi, Rachid. Oui. C'est nous n'aimons pas l'évaluation. Il faut accepter la culture d'évaluation à tous les postes et à tous les niveaux. Hein. Du bas de l'échelle au plus haut. Il faut accepter L'évaluation. L'évaluation. Les étudiants en médecine du secteur public sont évalués. Tout le monde est évalué, doit être évalué. Même les profs doivent être évalués, du public ou du privé. Il faut évaluer. Ça, c'est la première chose. Il faut renforcer cette culture d'évaluation. Un. Deuxièmement, il faut accepter de se tromper et de changer de cap. C'est pas grave. C'est-à-dire que des fois, peut-être de la façon dont on a mené un projet, eh bien, quand on n'a pas abouti au résultat escompté, eh ben, c'est pas grave de dire, mais écoutez, excusez-moi, monsieur Rachid, je me suis trompé, ou probablement c'est pas ce que je voulais faire, changeons de fusil d'épaule. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est avant de créer des instituts, en fait, en tout cas des facs de médecine privées, il aurait fallu déjà aussi penser à des infrastructures en termes de cliniques et autres privées, de manière à ce qu'il y ait une passerelle qui puisse être assurée de privé à privé dans un premier temps. Oui, tout à et fait. pour Ce que je éviter dis, la dimension encore une fois, concurrentielle avec le secteur public. Ce que je dis, en fait. Oui, en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut renforcer le privé. Attends, je suis pas en train de dire qu'il faut pas de faculté de médecine Non, parce que privée. vous savez, les étudiants de Au médecine contraire. du secteur public disent, mais pourquoi ces étudiants du privé ne vont pas ensuite dans le privé? Et ne restent-ils pas dans le privé? Oui, tout à fait.
C'est ce qu'ils bien avancent sûr. aussi. C'est un argument qu'on peut entendre, Ouais. qu'on peut comprendre. Ouais. Il faut leur expliquer pourquoi. Ouais. Encore une fois, dans le cadre de l'équité, qu'il faut pouvoir passer du privé vers le public et du public vers le privé, en Mais termes d'équité. Est-ce que l'étudiant du secteur public, à la fin de lorsqu'il il atteint sa spécialité, l'internat, résidana, peut accéder au secteur privé, à une clinique? C'est ça ce qu'on veut leur expliquer, leur Ouais. dire, Mais écoutez, est-ce que c'est possible aujourd'hui? c'est plus compliqué. Mais légalement, ils ont le droit. Mais il faut Légalement, ils ont le droit. Bien sûr, légalement. Mais ce qu'il faut leur dire, Ouais. vous allez avoir les mêmes chances que quelqu'un qui a les moyens. Même si vous n'êtes... Il faut que des fois qu'ils ne se sentent pas que, encore une fois, et je veux dire encore une fois, il faut pas lancer aussi la balle à l'État. Peut-être que nous avons, un des défauts que nous avons d'ailleurs dans tous les conflits, ça existe, c'est peut-être la communication. C'est Rachid, il faut peut-être qu'on communique un peu mieux avec les étudiants du public, du privé, les parents, l'État, mieux communiquer pour nous dire, écoutez, vous pouvez pas gagner totalement, mais vous n'allez pas perdre, on va vous faire gagner des choses. Vous aussi, vous n'avez pas perdu totalement, mais on va vous faire gagner des choses, mais il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. Vous, État, écoutez, voilà. Mais on peut pas dire, moi, État, c'est moi qui décide, moi, étudiant public, c'est moi qui décide, moi, étudiant privé, non. Et puis chacun comme ses positions. C'est là, Exact. voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les examens, donc ils ont démarré le 10 juin. C'est la première journée de boycott aussi. Tout à fait. D'ailleurs, des étudiants en médecine et secteur public et se finissent le 25. Oui. Mardi. Par contre, les étudiants du privé avaient déjà passé leur examen. Voilà. On fait comment? On fait. Sachant qu'aujourd'hui, valeur aujourd'hui, ça n'a pas avancé d'un iota. On se remet à table, c'est Rachid. C'est important pour le pays. Se remettre à table ou partir sur la proposition en tout cas le propos de Saïd Hamzazi, ministre en charge de l'éducation, de dire, il y a redoublement. Non, écoutez, je sais pas, parce que ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Monsieur Hamzazi a raison. Monsieur Ndoukalé a raison, les étudiants du public ont raison, les étudiants du privé ont raison, et l'État a raison. Ok, tout le monde a raison, c'est bien. Mais tout le monde a tort en même s'assoit, mais en même temps, chacun... Est-ce que tout le monde a tort en même temps aussi? Tout le monde a une partie de responsabilité, c'est ce que je veux dire. Ouais. Tout le monde a une partie de responsabilité. On se rassoit à table, c'est pas grave. Non, est-ce que c'est Rachid? Est-ce que tu ne penses pas que c'est important pour notre pays? C'est important pour l'État? C'est important pour les secteurs sociaux? C'est important pour la santé? De prendre le temps, c'est pas grave. On se rassoit à table, ça nous prendra des heures, des jours. On va pas manger, on s'installe jusqu'à résoudre cette situation qui, je vous le rappelle, ne peut qu'empirer si elle n'est pas arrêtée. C'est-à-dire Elle peut toucher d'autres secteurs, et deuxièmement... Donc secteurs comme l'éducation, éventuellement. Bien sûr, dans d'autres disciplines, dans des disciplines. Ouais. Demain, il y a d'autres étudiants du privé et du public, dans d'autres secteurs d'activité, qui peuvent avoir la même logique. Et demain, on va aller avec un certain groupe donc de professionnels donc de santé et d'aller, j'allais dire, dans des comment dirais-je, on va aller encore aggraver la situation, on va mettre, et il faut pas. En tout cas, la polluer. Donc pour vous déjà les pouvoirs publics, Saïd Hamzazi, ministre en charge de l'éducation, et le ministre de la Santé, Anas Ndoukalé, doivent faire réunir un petit peu ce beau monde, faire quelques concessions. Oui, je pense qu'il faut qu'ils s'assoient avec les étudiants. Ils ont déjà, attention, ils ont déjà beaucoup fait. Je suis pas en train de pas du tout. C'est de dire, s'il vous plaît, ça en vaut la peine. Encore on s'assoit. Et moi, ce que j'aurais fait également, encore une fois, ça n'engage que moi, je m'excuse de le dire sur vos antennes. Moi, je vous dis simplement, si effectivement ils arrivent à réunir tout ce beau monde et à se mettre d'accord, je pense que le souci aussi de l'État et des pouvoirs publics, c'est de ne pas donner aussi l'impression d'avoir cédé. Mais il faut... On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais vous savez pourquoi je vous dis ça? Ouais. Mais ce que j'aurais fait aussi, si je peux me permettre. Oui, mais non, bien sûr. Allez. J'aurais demandé aussi, et qui est médecin, et qui est un homme que je connais bien. Oui. J'aurais demandé au docteur Hatchmani également d'être autour de la table. C'est Hatchmani? Oui, en tant que chef de gouvernement. Mais attends. En tant que médecin et en tant que médecin et chef de gouvernement. En tant que psychiatre, si ça peut lui être utile, tant mieux. Il a une spécialité en psychiatrie. Exactement. Si ça, il a de l'écoute. Il peut aussi aider. Chaque personne. À aucun moment il est intervenu dans le dossier, en tout cas officiellement. Mais évidemment, il intervient en tant que chef de gouvernement parce que c'est lui le chef d'orchestre de tout cela. Ce que je souhaite, c'est que si Hamzazi et M. Anas Ndoukalé, monsieur le chef de gouvernement, encore on s'assoit et on ramène des personnes sages, on s'assoit, des personnes qui ont de l'expérience, et on s'assoit tous ensemble autour d'une table et on va trouver... Il faut trouver des solutions. Il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Tout à fait. Mais une fois de plus, je suppose, et ça c'est à l'instar dans d'autres pays dans le monde, ça se passe ainsi, l'État et les pouvoirs publics ne doivent pas donner l'impression aussi d'avoir cédé. On est bien d'accord. Encore une fois, ce que je dis, il ne faut pas prendre les choses de cette manière. Je veux dire, encore une fois, reculer pour mieux arriver,
je vais pas utiliser le terme avancé. C'est-à-dire le repli élastique. Voilà. Pour mieux avancer, ça en vaut la peine. Moi, si je vais améliorer la vie et je vais améliorer l'avenir de mes étudiants, de mes futurs médecins, ça en vaut la peine. C'est pas une défaite. Sachant qu'au-delà des étudiants du public ou de privé, moi je pense surtout à la majorité silencieuse, qui sont les Marocaines et les Marocains. Bien sûr. On est bien d'accord là-dessus. Parce que pourquoi je vous parle de ça? C'est-à-dire que les pouvoirs publics font des concessions, ou devraient faire des concessions, en tout cas trouver un deal et un compromis avec toutes les parties prenantes, on est bien d'accord? Oui. Dans les plus brefs délais. Pour faire éviter... de compromis ne veut pas dire ne pas être ferme quand il faut. Non. Attention, voilà. Et le faire le plus rapidement possible pour éviter un effet contagieux et maladie et mettre en jeu un pronostic. Qui se développe. Voilà, un pronostic. Le pronostic vital engagé qu'on voudrait fonctionnel, éviter. on va dire pour l'instant fonctionnel. Voilà. Moi, je vous ramène à 2015. Oui. 2015, c'était aussi un mouvement, pas de boycott, mais de grève des étudiants en médecine, du secteur public. Oui. Vous vous rappelez pourquoi? Oui, tout à fait. Ce fameux service médical obligatoire de 2 ans. Oui, tout à fait. Voilà, l'État avait reculé à cette époque-là. Oui. Donc la conséquence directe, c'est que les populations, les Marocains, qui vivent dans des régions reculées, éloignées, ne bénéficient toujours pas de la même offre de soins que ceux qui vivent en zone urbaine et en ville. On est bien d'accord? Oui. Donc le recul du gouvernement, face à un mouvement de contestation porté par les étudiants en médecine du secteur public qui ne voulaient pas ce service médical obligatoire, en fait, l'État avait mis ça en place, ou souhaitait le mettre en place à l'époque de Son Louardi d'ailleurs, pour lutter contre les déserts médicaux, fait qu'on a toujours des déserts médicaux. Encore une fois, est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Et que les Marocains, les zones reculées, personne ne veut s'en occuper, y compris ces médecins-là et ces étudiants-là. Tout à fait. Écoutez, encore une fois... Donc je ne voudrais pas que le scénario 4 ans après se reproduise. Je suis tout à fait d'accord. Sachant que les mêmes personnes sont prises en otage, à savoir les citoyens. Tout à fait. Et les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Encore une fois, par rapport à ce dossier que je connais bien, encore une fois, on veut atteindre des objectifs, mais pas avec les bons moyens. Encore une fois, l'objectif est noble. Il ne faut pas qu'on ait des déserts médicaux. Les Marocains, à n'importe quel endroit, qu'ils soient à Aït Bougmez, à Goulmim, à Aït Bouarfa, à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, doivent avoir les mêmes soins et les mêmes possibilités d'accès. Mais la façon dont on veut résoudre cela... Les étudiants en médecine en 2015 n'ont pas voulu. Oui, pourquoi? Encore une fois, il faut bien comprendre les choses. Parce qu'ils avaient peur que ça allait durer plus de 2 ans. Mais c'est Rachid, encore une fois, l'équité. Revenons à l'équité. Je vous assure que si nous mettons en place de l'équité au rapatriement. Si moi, Rachid Hayawi, vous me dites, je vais vous envoyer en milieu rural travailler dans un centre de santé pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Mais pas pendant 8, Rachid. Pas pendant 8. Donnez-moi la même équité que ce monsieur qui, lui, pour une raison X, va passer que 6 mois et revenir. Mais moi, vous allez m'oublier. Je garantis à tout le monde 2 ans. 1. Je garantis à tout le monde les mêmes conditions de travail, les moyens de travail. Vous êtes cardiologue. Vous avez le CG pour travailler et le coqueur. Si vous donnez cette équité à ces Rachid, je vous garantis que l'ensemble des étudiants de médecine, publics et privés, accepteront d'aller en région éloignée, y compris les médecins aujourd'hui qui sont installés. Mais quand vous ne travaillez pas avec une équité, eh bien, il y a un rejet automatique. On a, et vous l'avez dit tout à l'heure quand on discutait en aparté, la notion de hogra. Donnez-moi l'équité, et je suis d'accord. Moi, je veux bien prendre la queue pour prendre le bus. Mais ne permettez pas à des squatteurs de passer la même chose dans un aéroport, et la même chose dans un restaurant, et la même chose pour pouvoir prendre un certificat d'acte de naissance. Donnez-moi les mêmes chances que mon voisin pauvre ou riche d'avoir accès aux mêmes services, ça s'appelle l'équité. Et là, sachant aussi qu'il va falloir trancher définitivement sur liberté ou égalité. Tout à fait. C'est 2 concepts complètement différents. Je suis bien d'accord, mais on peut vivre dans un monde qui est libre, mais quand même avec un minimum d'égalité. Et pour pouvoir les rapprocher, tu sais, c'est quoi, c'est Rachid? C'est donner plus d'équité. Et plus d'efficacité, en tout cas, pour ceux... Tout à fait. Dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, il y a adéquation. Et c'est Anas Doukali connaît bien la notion d'efficience. Il devrait, à mon sens, et je crois que c'est un homme d'écoute. En tout cas, moi, je crois, en tout cas... Je souhaite qu'il soit un homme d'écoute. Et encore une fois, l'enjeu est tellement important pour notre pays. Pourquoi on veut penser qu'on a perdu? On n'a pas perdu. On va gagner. Négocier avec les étudiants, c'est pas perdre. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Pas du tout. Mais en tout cas, celui qui va certainement, à mon avis, rentrer dans le cercle ou rentrer dans la danse, entre guillemets, c'est Mohamed Metchaboun, l'argentier du pays. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il a un jeu important à jouer. Oui, sauf que lui risque de dire aussi que toute rallonge budgétaire pour le financement de postes supplémentaires sera conditionné par l'élargissement de l'assiette fiscale.
C'est d'actualité. Vous avez vu la DG, le communiqué, la semaine dernière, voilà. Tout à fait. Les premières priorités fiscales qui ont été on est bien d'accord. Validées après les assises. On est bien d'accord. Encore une fois, dans la danse dès le projet de loi de finances 2020. Et je soutiens ça, mais à condition, encore une fois, on va revenir au même terme, Rachid. Et cette émission, c'était le terme de l'équité. Revenons à l'équité. Si c'est équitable, ça ne crée pas de points. Et encore une fois, augmenter des postes budgétaires dans la santé, soigner des Marocains, leur donner un meilleur niveau de... Je vous rappelle, c'est Rachid, regardez notre classement mondial en termes d'équité. Je ne parle pas en termes de santé publique. En termes d'équité, vous savez combien on est classé? Regardez les chiffres de l'OMS. En termes d'équité, on est aux alentours de la 110e place mondiale. En termes d'équité. Je ne parle pas en termes de programme de santé publique ou de vaccination, où on arrive à la 29e, 30e place. D'équité en termes de droit. Non, l'équité en termes d'accès aux services de santé. D'équité en matière de santé. Les États-Unis sont mal classés, ils sont 35e. J'allais vous dire, je pense que le haut du panier, c'est les pays, les économies les plus développées. Et c'est les pays nordiques. En termes d'équité, vous allez avoir la Norvège, vous allez avoir le Danemark, vous allez avoir le Canada. En termes d'équité, je parle d'équité, qu'il faut pas... le Maroc a fait d'énormes progrès en termes d'espérance de vie, de lutte contre les maladies infectieuses, mais en termes d'équité, c'est-à-dire d'accès aux services de santé, d'avoir les mêmes chances, c'est là où le bas blesse, et là on est mal classé. Donc ça vaut tellement la peine que moi, je m'asserai avec eux, avec les étudiants. Mais n'excluons pas les étudiants du privé. Oui. N'excluons... Qui ont commencé à prendre la parole et qui disent aussi... Nous, tout le monde, il faut écouter tout le monde. On n'a pas, personne n'a le droit de retirer ce droit-là, de pouvoir passer notre concours et de devenir fonctionnaire, de devenir médecin dans le public. Il ne faut pas oublier les enseignants. Parce que dans tout ça, il faut bien qu'il va encadrer ces jeunes. Et là, il faut revoir, il faut se poser, encore une fois, il faut mettre dans la balance qu'aujourd'hui, nous avons également un déficit. Il faut trouver une solution pour mieux encadrer ces jeunes. D'ailleurs, ils s'en plaignent. Les étudiants du public se plaignent de l'encadrement, qu'il faut le renforcer et donner plus de moyens aux facultés de médecine, aux enseignants, et aller chercher des enseignants du privé pour aider. Mais il faudra trouver de nouvelles ressources financières aussi pour il y a des enseignants dans le privé qui sont prêts à aider. Oui, qui sont prêts, mais c'est peut-être pas forcément la solution aussi. C'est une espèce de palliatif. Mais encore une fois, vous savez, des fois quand on arrive à certains stades de maladie, le palliatif aide beaucoup. N'est-ce pas? Oui, ça peut aider. Dans la douleur, c'est ce qu'on appelle. Ça peut aider. Ça peut aider pour la douleur. Mais ça ne peut pas forcément soigner définitivement. D'accord. Oui, voilà, tout à fait. Mais dans certains stades, les gens vous disent, mon problème aujourd'hui, c'est pas la maladie, mais c'est la douleur et la souffrance. Merci là, en tout cas, finira là-dessus. Ça a été un plaisir. Le débat n'était pas douloureux pour moi, je ne sais pas pour vous. Pas du tout, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, c'est vraiment un plaisir. Je rappelle que vous êtes donc professeur de médecine, expert en management sanitaire, et puis je veux dire aussi économiste de santé, puisqu'on a parlé parce que la dimension économique qu'il ne faut pas occulter, d'autant plus que la nouvelle loi de cadrage du projet de loi de finances 2020 va être présentée par Mohamed Benchaboun. J'espère qu'il va augmenter le budget de la santé. À mon avis, d'ici 2 semaines, 3 semaines. Début juillet, voilà. Bon, on se reverra avec plaisir pour discuter du budget santé. Voilà, peut-être qu'il y aura effectivement une prise en compte des revendications des uns et des autres suite à un consensus qui pourrait être trouvé dans les prochaines heures ou les prochains jours. Je le souhaite. C'est ce que vous espérez, pour notre système de santé, pour les étudiants en médecine et pour les enseignants. Pas d'année blanche surtout. Je souhaite qu'il n'y ait pas d'année blanche. C'est extrêmement coûteux pour tout le monde. Et je veux qu'on soutienne également nos enseignants de médecine et les médecins dans ce processus. Merci en tout cas une fois. Merci à vous. Jaffa Lekel, et je vous souhaite une belle journée. Merci également.